Comme de l'Italie, détourne-t-on aussi nos regards de l'Iran? Cela a fait 1 an le 13 septembre que la jeune Mahsa Amini est morte en détention pour avoir mal mis son voile. La répression a terrorisé la population, mais les femmes réclament toujours aujourd'hui leur liberté. Clémence Barbier. Tu reviens, non? 1 an après, malgré le danger, les Iraniens ne désarment pas. Nous avons pu joindre hier cette jeune femme dont nous protégerons l'anonymat. C'est pourquoi vous n'entendez pas sa voix. Ces mots sont lus par une journaliste. Des mots forts, pourtant. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de la mort de Mahsa et de nombreuses autres victimes. Je voulais vous dire que notre révolution est toujours vivante jusqu'à la réussite de l'Iran et celle de la liberté. Ce n'est pas seulement pour le hijab que nous nous battons, mais pour notre liberté et nos droits dont nous sommes privés depuis plus de 40 ans. Une colère historique après le décès de Mahsa Amini en détention le 16 septembre 2022. La jeune femme kurde iranienne de 22 ans a été arrêtée pour non-respect du code vestimentaire. Elle laissait ses cheveux dépasser de son foulard. À la suite de ce drame, pendant des mois, des Iraniens défient le régime au rythme du slogan « Femme, vie, liberté ». Sur ces images, ces Iraniennes brûlent même leur voile. Des manifestations réprimées dans la violence. Selon l'ONG norvégienne Iran Human Rights, plus de 500 manifestants sont morts. 7 hommes ont été pendus. Voilà, des images qui nous renvoient 1 an en arrière. Où en est aujourd'hui ce combat? Quelle est la situation des femmes en Iran? C'est ces questions auxquelles on va essayer de répondre avec nos 2 expertes. Bonsoir Fatimeh Robiol. Fahimeh Robiol, pardon madame, et alors pourtant on se connaît. Et enlevez le T de mon nom, ce sera très bien aussi. Enseignante franco-iranienne chargée de cours à l'ESSEC et à la Sorbonne. Vous avez enseigné à Téhéran, vous connaissez bien ce pays. Et vous publiez « Femmes, vie, liberté » qui est le slogan de ces femmes révoltées chez Edilivre. Et on accueille aussi Azal Bagheri. Femmes, vie, liberté, parlons-en. Parlons-en, et c'est ce qu'on va faire ce soir. Voilà. Voyez. Azal Bagheri, sémiologue. Bonsoir madame. Bonsoir. Et bienvenue, enseignante, chercheuse, spécialiste de l'Iran. Mesdames, une question à toutes les 2. Est-ce qu'on peut encore mourir aujourd'hui en Iran pour les mêmes raisons que Mahsa Amini il y a 1 an? Est-ce qu'on peut mourir? C'est une question particulière. Est-ce qu'on peut encore être arrêté parce que son voile est mal mis, se faire frapper en détention et en mourir? Oui, tout à fait. Ça a déjà été le cas déjà avant Mahsa Amini. En fait, ça fait 43-44 ans que la République islamique a mis ces lois en fait misogynes en place. Et c'est vrai que on en a parlé plus avec Mahsa Amini, mais les morts des jeunes en fait a déjà été malheureusement là avant cet événement. Mais depuis, est-ce que depuis il y a une prise de conscience? Est-ce que les autorités, on a vu une certaine libéralisation? Pardon, je mets plein de guillemets, mais est-ce qu'on peut encore arrêter une femme dans la rue? Tout à fait. Aujourd'hui, non seulement on arrête les femmes dans la rue, on les tabasse, on les met en prison, et puis on a commencé, comme un régime qui est en train de effondrer à l'intérieur, on a commencé à emprisonner les parents des victimes qui allaient manifester le 16. Et puis encore arrestation, et puis les personnes qui sont disparues en ce moment. Alors, qu'est-ce que vous pensez, mesdames, et moi je mets pas en doute le travail de mes confrères qu'on a invités ici avant l'été, notamment Georges Malbruno, et puis il y a eu aussi un article de Mediapart dans les colonnes du Figaro pour le premier, on retourne à Téhéran, et on voit qu'à Téhéran, alors peut-être vous allez me dire qu'à Téhéran c'est un climat particulier, mais des femmes osaient porter le voile de façon beaucoup plus légère, que la police des mœurs n'est plus dans la rue, et qu'on délègue un peu la répression aux hôteliers, aux restaurateurs, aux cafés. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut porter son voile de façon plus libre dans les grandes villes, à Téhéran par exemple? Alors, c'est vrai que c'est oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la question du voile, en fait, ça a toujours été une forme de négociation. Des femmes, en fait, ont négocié depuis 44 ans, millimètre par millimètre, en fait, ce bout de tissu qui était sur leur tête. Et c'est vrai que déjà, en fait, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, quand vous alliez dans les grandes villes, dans les nord, par exemple, de Téhéran, dans les quartiers plus chics, on voyait bien sûr, en fait, les femmes et les filles qui essayaient de mettre le voile quasiment, en fait, pas sur la tête, mais
met voilà comme en foulard sur les épaules, etc. Néanmoins, il s'est passé quelque chose d'extrêmement important en fait depuis la mort de Mahsa Jina Amini, c'est qu'en fait les femmes se dévoilent vraiment. Et ce n'est pas que Téhéran en fait, dans quasiment partout en Iran, et c'est la première fois partout en Iran, les femmes petit à petit en fait se dévoilent et on voit les femmes dans la sphère publique. Elles ne veulent plus négocier millimètre par millimètre. Elles l'ont enlevé. Il y a des endroits qui a encore des gens qui portent le voile. On ne va pas dire que tout le pays a été dévoilé, hein, loin de là. Néanmoins, les femmes osent, et même parfois dans les endroits comme des bibliothèques nationales. Moi, j'ai vu des photos de mes copines, de mes amies, en fait, qui ne mettaient plus le voile dans une bibliothèque nationale. Mais donc, du coup, j'ajouterais que c'est un signe de désobéissance des femmes. Et ce que les journalistes racontent, ça ne veut pas dire qu'il y a un assouplissement. Ils ont arrêté effectivement la police des mœurs, mais il vient de passer des lois au niveau du Parlement pour endurcir cette affaire-là. Donc, je ne pense absolument pas que le régime le fait parce que il va assouplir. Le régime ne peut plus arrêter toute cette vague de désobéissance. Mais c'est-à-dire que c'est pas une question de régime. Oui, bien sûr, on l'a compris, c'est les femmes qui osent. Mais du coup, je repose la question du début, quand on ose comme ça ne plus porter son voile à Téhéran ou ailleurs, est-ce qu'on prend toujours les mêmes risques? Évidemment. On prend toujours des risques en Iran, en fait. C'est-à-dire que être jeune et être une femme en Iran, c'est la criminalisation de la vie quotidienne. Donc, quand vous respirez quasiment en marchant dans la rue, c'est une forme de désobéissance. Et ça a toujours été, comme je disais, une négociation de la sphère publique. Les femmes ont voulu prendre la place malgré, en fait, toutes les lois misogynes. Donc, bien sûr, les risques ont toujours été là. Aujourd'hui encore, néanmoins, les jeunes ont toujours peur, mais ils dépassent leur peur, en fait. Et ça, c'est extrêmement important, que ça soit chez les gens, en fait, dans la rue, mais aussi, par exemple, chez les actrices. Les actrices qui vont enlever le voile quand on sait qu'elles vont plus jamais pouvoir travailler, sûrement. Pour revenir, juste pour refermer cette page de un an après Mahsa Amini, on a appris il y a quelques jours que son oncle avait été arrêté. Et qu'il y a beaucoup de sécurité dans un village. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le symbole qu'elle représente, parce que en quoi ce père et cet oncle sont une menace pour le régime? C'est pas seulement le père et l'oncle, mais comme je disais, il y a les parents des victimes qui ont été arrêtés parce que le régime a une peur immense de ce qui va se passer le 16 septembre. Donc, il arrête tout. Donc, le régime a perdu complètement, je dirais, sa façon de voir des choses de façon logique. C'est comme quelqu'un qui est complètement affolé et qui ne sait plus quoi faire en ce qui concerne tous ces mouvements-là. Et il sait pertinemment que le 16 septembre, ça va se passer quelque chose. En fait, c'est une répression par précaution, si j'ose dire. Ce n'est pas que la famille des victimes, même ça va au-delà. Ça fait un mois, en fait, qu'on arrête quasiment toutes les activistes des mouvements des femmes. Mais est-ce qu'on sait, par exemple, pour quel motif le père et l'oncle sont arrêtés? Parce qu'ils ont dit qu'ils vont manifester pour la mort, pour la commémoration. Sur la tombe de Mahsa Amini. Et ils ont interdit, ils ont fermé, ils sont en train de barricader les bâtiments. Ils mettent des murs devant les cimetières pour que les gens n'entrent pas. C'est-à-dire, ils sont en train de créer un système militaire et défensif pour empêcher les gens de manifester le 16. Alors, évidemment, hors d'Iran, ce mouvement est toujours vivant. Femmes, vie, liberté, parlons-en, c'est évidemment le titre de votre engagement et de votre travail. Mais qu'est-ce qu'on dit en Iran? Est-ce que ce mouvement Femme, vie, liberté est toujours vivant ou est-ce que les mollahs ont réussi à l'éteindre? Il est vivant. En fait, c'est un mouvement d'ailleurs le nom est né en fait le 16 septembre dernier, mais le mouvement en fait des femmes a déjà existé depuis très très longtemps en fait. C'est-à-dire que le mouvement des femmes a toujours été une épine dans les pieds de la République islamique et ça n'a jamais été arrêté. Et là en fait, il y a eu un rebondissement bien sûr en fait à ce moment-là, le 16 septembre dernier. Et ce mouvement-là, ce n'est pas parce que d'ici on voit qu'il y a moins de manifestations. J'allais vous le dire.
dire, ce n'est plus comparable. On a été tous éblouis, émus, touchés par ce courage, par ces filles qui allaient danser devant leur immeuble, ce couple encore, je lisais, qui a dansé, fait une vidéo de danse, qui est aujourd'hui emprisonné. Mais pardon, vu de l'extérieur, on se dit, le couvercle est retombé, il y en a encore qui résistent, mais c'est fini. C'est comme des vagues. Vous voyez, c'est comme des vagues depuis 40 ans. Il y a des vagues qui avancent et puis ces vagues-là sont en train de devenir plus en plus fortes. Maintenant, la jeunesse arrive à exercer un formidable tactique pour dire, ils sont en train de faire ça en recul pour pouvoir se préparer pour la vague suivante. C'est une stratégie. C'est absolument une stratégie. Et puis, il faut que je dise la chose suivante. Au niveau international, on a coupé les cheveux, on a chanté dans les rues, on a soutenu les femmes iraniennes, mais au niveau politique, on n'a pas fait grand-chose. Et au contraire, quand on a vu, le régime a vu qu'il a peur à l'intérieur, il a commencé à adoucir les affaires vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est ainsi que l'extérieur, les Européens, les Américains ont commencé à donner beaucoup d'avantages au régime. Bon, le régime peut rester, mais pas pour longtemps, parce qu'il est en train de s'effondrer de l'intérieur. Mais dans ce que vous dites, on entend aussi que les Occidentaux vous ont abandonné. Ont abandonné ces femmes, ont abandonné le peuple iranien. Parce qu'il n'y avait pas que les femmes, ça a gagné la jeunesse, il y avait des hommes aussi. Alors, lorsque, à l'intérieur, le régime a eu peur, il a raccourci ses positions vers l'extérieur. Sur la politique étrangère. Libérer quelques prisonniers, vous voyez, dire qu'il va ralentir son projet nucléaire, etc., faire l'accord avec l'Arabie Saoudite. Donc tout ça, c'est fait que finalement, les Occidentaux ont dit, c'est très bien, et qu'il reste. Vous voyez que c'est abandonner un peuple. Mais c'est en fait, il faut savoir que la jeunesse iranienne, donc 24% c'est moins de 15 ans et 25% entre 15 et 29 ans. Donc cette nouvelle génération iranienne ne regarde pas vers l'extérieur pour de l'aide en fait. On n'a jamais entendu dans les slogans de la jeunesse iranienne une forme de venez nous libérer en fait. Cette libération ils veulent la faire eux-mêmes. Ils vont la faire eux-mêmes et ils vont la faire à l'intérieur. Ça va se faire petit à petit. On attendait en fait il y a un an, parce qu'il y a eu un vrai rebond, on attendait que ça se fasse une vraie révolution, que les choses changent. Mais ça ne se fait pas comme ça en fait, parce que cette jeunesse à un moment donné avait fait tout ça d'une manière très spontanée. Vous voyez, et cette spontanéité a besoin d'une forme, il faut que ça, d'une forme d'organisation, et ces organisations-là n'existent pas encore. Ceux qui sont à l'intérieur sont emprisonnés, et à l'extérieur, l'opposition est assez éclatée. Donc il faut attendre. Alors, je dirais un autre paramètre qui est extrêmement important, c'est que 75% de la population est tombée sous le seuil de pauvreté. Comment les gens qui ont faim, comment les gens qui n'ont pas d'argent, ils peuvent encore aller dans la rue et de se faire tabasser et puis de n'avoir rien à manger. Donc il y a également des manifestations, des ouvriers, etc. Mais ce qu'on attendait de l'extérieur, c'était tout simplement ne pas continuer à discuter et soutenir le régime. On ne demande pas l'aide. Les Iraniens ne demandent pas l'aide. Ils demandent tout simplement de lâcher ce régime. S'il vous plaît, discutez avec nous au lieu de continuer à discuter avec le régime. Une dernière question, si on a le temps. Il y a eu des témoignages récemment dans Le Monde, notamment, de comment ces jeunes femmes et ces jeunes sont traités à l'intérieur des prisons. Le sort qui leur est fait, c'est absolument atroce. On se dit comment c'est vraiment vouloir annihiler toute envie de résistance. Oui. C'est terrible ce qu'on leur fait, c'est terrible. La répression et l'oppression de la République islamique n'a pas de limite d'une certaine manière. Et c'est vrai que ces femmes sont violées. Elles sont torturées mentalement, physiquement. Certaines résistent vraiment. Et on a des activistes qui résistent, qui sortent et qui enlèvent le voile tout de suite après. Elles sont arrêtées encore. Donc vraiment, quel courage. Et d'autres ne résistent pas. On a eu beaucoup de suicides, en fait, des garçons et des filles, parce que les garçons aussi sont... D'exécution de garçons, on se rappelle de ces annonces d'exécution de mères. Il y a eu 7 exécutions quand même, des gens qui étaient à l'intérieur de ces manifestations-là. Néanmoins, il faut dire que
les Iraniens, et notamment cette jeunesse-là, essayent de dépasser la peur. Et ça, c'est vraiment important, je pense, de le souligner. J'ai une dernière question, ce sera la dernière question. Il y a la fête de l'Achoura, je crois, dans peu de temps. Et je lisais que ça pouvait être une occasion d'utiliser ces rassemblements, ces célébrations pour les tordre et en faire des moments de révolte. Est-ce que ça peut être une stratégie? C'était avant. Ils vont essayer. C'était avant. Oui, c'était en été. Ils essayent toutes les manipulations possibles. Mais aujourd'hui, même sur les plus proches du régime, on voit bien, et ça témoigne bien, un effondrement, parce qu'ils voient bien que le régime est en train de jouer un jeu sur l'islam qui ne correspond plus à l'islam qui était la base de ce régime-là. D'un mot, oui. D'un mot. Ce que vous dites, en fait, c'est la résistance civile des Iraniens qui a toujours existé. On a toujours détourné, en fait, que ça soit des cérémonies religieuses, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui croient en Iran, ils vont détourner, et c'est ce qu'ils ont fait pendant l'été pour Ashura, en fait. Ils ont changé leurs vêtements. Il y a eu des mouvements civils, en fait, qui se sont mis, au lieu de mettre du noir, ils ont mis du blanc, et ils ont chanté les différentes hymnes, en fait, du mouvement Femmes et Liberté, au lieu de chanter, en fait, les chants religieux. Donc, il y a vraiment une forme de génie, en fait, pour résister. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à Zalba Guerri, sémiologue, enseignante, chercheuse et spécialiste, on l'aura compris, de l'Iran, et Fahimeh Robiol. Merci beaucoup, madame. On renvoie à votre livre « Femme, vie, liberté, parlons-en » chez Edilivre. L'autre choix et dernier choix de cette première heure, ce sont, on revient évidemment dans l'Hexagone, les dessous